Nous sommes à J-17 avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 33 et le pays du jour, ça sera le Japon. Et donc, avant de commencer cette vidéo en parlant de foot, on va déjà parler un peu de l'aspect historique et culturel du foot au Japon. Et d'abord, en fait, on va voir que le Japon, c'est un pays d'abord dominé par le baseball, de par l'arrivée des Américains, en fait, par le tutorat d'une certaine manière américain après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est un pays où le foot n'a vraiment pas sa place, comme aux États-Unis. Et le foot apparaît seulement au Japon. Déjà, une ligne professionnelle apparaît au Japon très tard, puisque la J-League apparaît seulement en 1993, et elle apparaît sous l'impulsion notamment d'un animé japonais qui est diffusé à cette époque-là, notamment. Il s'agit alors de Captain Tsubasa, en français Olivier Tom. Et alors, déjà, c'est la première chose qu'on va remarquer, c'est que les Japonais sont très influençables, puisque tout simplement, dans cette série, on voit un gardien et un milieu de terrain, et étonnamment, le Japon, dans ses débuts, a vraiment eu énormément de... peu d'attaquants, mais beaucoup de milieux de terrain, de défenseurs, de gardiens de but. Et ça, c'était un des premiers problèmes du Japon, c'est qu'il n'y avait pas de vrais attaquants, de part également de leur profil mental. En général, au Japon, c'est très particulier le football, puisque c'est vraiment au Japon, c'est l'équipe qui passe avant le joueur, et donc les joueurs n'ont pas exactement la place qu'ils devraient avoir pour s'exprimer, et donc tout de suite ça commence à mettre le contexte du football japonais. Et alors, il se passe quelque chose, c'est que en 2018, un manga a créé au Japon, et dans ce manga, c'est tout bête, mais la plupart des problèmes du Japon, du football au Japon, sont présentés. Ce manga, c'est Blue Lock. Alors Blue Lock, vous connaissez peut-être de nom. Alors, pour vous expliquer, en fait, c'est un projet de la Fédération japonaise de football, imaginaire évidemment, où tout simplement, on arrive, on rassemble beaucoup d'attaquants lycéens pour les rendre d'une certaine manière égoïstes, pour les rendre moins dépendants de l'équipe et plus indépendants de l'équipe, et vraiment pouvoir créer une superstar, un joueur, un numéro 9 de rang international qui pourrait porter le Japon à une Coupe du Monde. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment ça. Ils expliquent clairement les problèmes du Japon en football, et même à un point où d'ailleurs ça a influencé le monde. C'est extrêmement populaire globalement, c'est un des mangas les plus vendus, mais également d'une certaine autre manière, puisque le Japon a utilisé le branding de Blue Lock pour créer un événement. C'est le Future Camp, où tout simplement ils vont rassembler plusieurs jeunes de la diaspora japonaise aux États-Unis pour essayer de voir les futures stars, pour essayer de trouver des joueurs qui pourront vraiment
être dans la sélection japonaise vraiment des attaquants d'élite et des joueurs vraiment d'une certaine manière égoïstes, pas dans le sens où individualistes qui ne pensent pas à l'équipe, mais qui veulent gagner, qui ont cette mentalité de gagnant, ce qui manque cruellement en général à cette équipe du Japon. Et donc tout simplement, ça montre déjà l'impact de ces mangas au Japon, et je pense que dans les prochaines années, on va avoir une recrudescence du nombre d'attaquants japonais sur le marché des transferts notamment. Et donc maintenant que tout ça c'est dit, on va passer à l'aspect footballistique lui-même. Et quand on regarde, c'est quand même assez particulier. Le Japon est actuellement tout simplement à la 18e place du classement FIFA. Et quand on regarde alors que son classement moyen est 34e, donc on voit qu'ils atteignent quand même un pic après avoir eu un creux dans cette période entre 2010 et 2018. Il y a eu également un creux entre 98 et 2002. Et donc là, on voit quand même que c'est une nation qui a connu beaucoup de hauts et beaucoup de bas également, notamment le désastre en 1993 où ils dominaient le match et où ils n'ont pas réussi au final, là, ils se sont fait remonter, n'ont pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde. Bon, ce ne sera que partie remise. Là, on va passer donc à l'histoire à la Coupe du Monde et c'est là que c'est très intéressant. Je pense que c'est un pays donc qui vraiment s'est développé sur le tard dans le monde du football. Et donc quand on regarde, il y a très peu de Coupes du Monde historiquement. Tout simplement, il y a notamment... c'est un pays donc qui s'est qualifié quand même peu de fois à la Coupe du Monde, qui s'est qualifié qu'à partir de 98, qui n'en a pas loupé depuis. Et quand on regarde, donc c'est quand même un pays qui a commencé à arriver donc en 98 en France. C'est un moment mémorable pour les Japonais pour plusieurs raisons. Déjà, ça leur prouve qu'ils sont capables d'arriver au plus haut niveau de football national, et donc ils tombent dans un groupe H malheureusement extrêmement relevé, avec notamment la Croatie, avec l'Argentine, avec la Jamaïque, et donc malheureusement ils s'inclineront 1-0 contre l'Argentine, ils s'inclineront derrière 3-1 contre 1-0 contre la Croatie et 2-1 contre la Jamaïque. Mais ce but contre la Jamaïque, ça leur a prouvé d'une certaine manière qu'ils sont capables de marquer en Coupe du Monde et d'être importants malgré la défaite. Et donc tout ça, ça commence, c'est vraiment le début du football, mais le vrai événement fondateur du foot au Japon, c'est évidemment cette Coupe du Monde 2002 qu'ils ont en partie accueillie conjointement avec la Corée du Sud. Et ça paraît bête, mais ça c'est vraiment l'élément déclencheur, et c'est la première fois qu'ils atteignent une phase à élimination directe dans une Coupe du Monde. Ils tombent notamment dans un groupe encore dans un groupe H, mais cette fois en tant qu'équipe qui accueille, et donc c'est quand même très différent des éditions précédentes. Dans ce groupe H avec la Belgique, la Russie et la Tunisie, ils arrivent d'abord lors de la première journée à faire match nul 2-2 contre la Belgique, avant de s'imposer 1-0 contre la Russie, puis de s'imposer 2-0 contre la Tunisie, ce qui leur permettra, pour la première fois de leur histoire, d'accéder au 8e de finale. Malheureusement, ils se feront éliminer par la sensation de cette Coupe du Monde, la Turquie, dont on a parlé dans une vidéo précédente, je vous invite à aller regarder. Et donc c'est déjà cette première déception de la sélection japonaise, c'est celle-ci contre le Japon, contre la Turquie, et donc c'est quand même la première grosse performance de son histoire, et ça a montré aux Japonais que le football, ils peuvent exister sur la scène footballistique internationale, et rien que ça, c'est énorme. Et donc ils arrivent en 2006, la Coupe du Monde d'après, avec d'énormes attentes, avec des joueurs qui commencent à être référencés un peu partout en Europe, mais malheureusement, avec notamment comme coach également Zico, et donc ils tombent dans un groupe F, quand même assez relevé, avec le Brésil, l'Australie et la Croatie. Et là, c'est la catastrophe. Il y a d'abord cette défaite 3-1 contre l'Australie alors qu'ils menaient 1-0, et ça c'est vraiment ce qui les a tués. Et derrière il y a cette défaite, il y a ce nul 0-0 contre la Croatie, puis il y a cette défaite 4-1 contre le Brésil, et tout ça, ça montre que c'est quand même plutôt compliqué, et donc ça ne met pas en confiance. Alors les raisons de cet échec sont multiples, mais notamment
une chose, c'est que l'équipe a voulu tenter trop de se brésilianiser, on va dire, d'être trop créative, et donc ça ne correspondait pas à l'identité des joueurs, à l'identité du football japonais, et donc malheureusement ça les a empêchés de prolonger leur Coupe du Monde, et donc c'est quand même quelque chose qui paraît étonnant quand on parle du fait que les Japonais sont... Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'individualité et ils n'ont pas trop de créativité. Ils ont du mal à sortir de l'aspect tactique, et ça fait qu'ils étaient très, très désorganisés dans leur vision de jeu, et donc ils se sont fait éliminer. Et donc on arrive quand même... et donc, évidemment, en 2010, tout de suite, les intentions de la sélection sont revues à la baisse, normalement, où ils espèrent au moins gagner un match cette fois. Et pourtant, c'est là qu'en 2010, ils vont surprendre. Il y a notamment plusieurs choses. Déjà, il y a quand même un groupe plutôt abordable, ce groupe E, avec les Pays-Bas, le Danemark, il est quand même plutôt relevé. Et avec ce match d'introduction, avec ce but de Keisuke Honda contre le Cameroun, cette première victoire, c'est une des premières victoires du Japon à la Coupe du Monde, une des premières victoires majeures contre une grosse équipe. Avant d'avoir cette défaite, évidemment, contre les Pays-Bas de Wesley Sneijder. Et il y a ce match contre le Danemark, où alors on voit quand même quelque chose qui est notable chez cette équipe, c'est que c'est des gros travailleurs, puisque tout simplement, ils marquent tous leurs buts sur coup de pied arrêté, d'abord avec un coup franc magnifique de Keisuke Honda, puis un coup franc magnifique de Wataru Endo, de Yasuhito Endo, avant d'avoir un but de la tête d'Okazaki sur encore une fois une passe décisive de Keisuke Honda, et ça leur permettra d'accéder au 8e de finale. Et là on voit le premier traumatisme japonais à la Coupe du Monde, c'est en 2010, cette séance de tir au but contre le Paraguay, où ils n'arriveront pas à arrêter le moindre penalty, et donc ça les empêchera tout simplement d'avancer plus loin dans cette Coupe du Monde. Et donc c'est encore une fois un traumatisme pour le Japon, se faire éliminer comme ça durement en 8e de finale. Et en 2014, ils reviennent, et cette fois, encore une fois, avec beaucoup d'attentes, mais encore une fois, ces attentes ont été déçues, notamment pour plusieurs raisons. Donc on va voir déjà dans un groupe C, avec la Colombie, la Grèce et la Côte d'Ivoire, encore un groupe très relevé, et donc dans un groupe où déjà ils avaient des attentes trop hautes. Il y a cette défaite alors qu'ils menaient 1-0 contre la Côte d'Ivoire, il y a ce manque d'expérience, ce manque de physicalité, et il y a surtout ce manque d'un numéro 9 capable de prendre ses responsabilités dans les moments chauds, de porter cette équipe. Et il y a ce manque de physicalité qui est propre au football japonais, ou propre au gabarit des joueurs japonais notamment. Et donc il y a ce nul contre la Grèce, mais derrière il y a ce match où ils ne devaient pas perdre contre la Colombie, et malheureusement ce match contre la Colombie qui tournera au drame, avec notamment James Rodriguez qui délivrera 2 passes D et un but, et qui explosera le Japon. Et encore une fois, c'est un traumatisme pour les Japonais, cette Coupe du Monde, qui vont vraiment regretter. Avant de revenir en 2018, encore une fois, sans vraiment d'attente, ils tombent dans un groupe H, dans le groupe, pour moi, dans mes souvenirs, qui était extrêmement équilibré de cette Coupe du Monde. Ce groupe H, encore une fois, un groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Sénégal. Et d'abord, il y a cette victoire vraiment impressionnante où ils avaient vraiment dominé contre la Colombie, qui avait vraiment été la victoire initiatique un peu de cette équipe, avant d'avoir ce match nul contre le Sénégal, avant d'avoir, pour finir, ce match contre la Pologne. Alors ce match contre la Pologne qui va se terminer sur une défaite, mais grâce au fair play, les supporters japonais arriveront à se qualifier pour tout simplement cette phase éliminatoire, en arrivant au 8e de finale contre la Belgique, dans ce match dont on se rappelle tous, où ils menaient 2-0 jusqu'à la 70e minute, avant d'abord de se prendre un but de Vertonghen, puis de se prendre dans la foulée un but de Fellaini, et à la fin, ils avaient un corner,
Et au lieu de trop de vouloir attendre, ils ont tenté de le jouer. Ils étaient beaucoup à être montés. Et ils se sont pris à un compte. Ils ont vraiment une très mauvaise gestion du momentum. Et ça, on verra, ça va avoir... ça a une très grosse influence. Ça a été vraiment un énorme traumatisme. Et donc, d'ailleurs, c'est le point de départ de la création de la part de l'auteur du manga Blue Lock et aussi du projet Blue Lock dans le manga. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez vraiment dramatique pour eux. Ils ont vécu ça comme une humiliation. Et donc, en 2022, ils reviennent avec encore une fois très fin. Mais quand on voit leur groupe, quand on voit leur tirage, on se dit qu'ils ne se qualifieront pas, qu'ils finiront 3e ou 4e de leur groupe. Mais on ne s'attendait absolument pas à ce que l'on va voir dans ce groupe dans ce groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica, 3 énormes nations, et avec ce match d'ouverture, ce premier match d'abord contre l'Allemagne, ce match où d'abord ils sont menés à la mi-temps sur un but d'Ilkay Gundogan, et à la mi-temps, un très bon coaching de la part du coach leur permettra derrière de mener de 1, de remonter l'Allemagne. Et là, ça, c'est vraiment peut-être un des éléments fondateurs, encore une fois, de cette équipe du Japon. Et quand on regarde derrière, ils perdent par contre contre le Costa Rica, c'est très dommage. Avant d'affronter l'Espagne, de se prendre un but à la 11e minute de Morata, et encore une fois, avec des intentions totalement différentes, en revenant des vestiaires, ils arrivent à renverser la vapeur en 3 minutes, pour cette fois battre l'Espagne, et finir premier de ce groupe, ce qui paraissait insensé. Mais encore une fois, quelque chose leur a manqué. C'est en 8e de finale, on va le voir. Ça a manqué beaucoup à la France récemment, lors des dernières Coupes du Monde également. Mais c'est ce match contre la Croatie où ils se font éliminer encore une fois au péno. Minamino, Mitoma et Yoshida ont raté leur tir au but. Seul Takuma Asano a réussi à inscrire un but. Et donc, ça les éliminera de cette Coupe du Monde, malheureusement. Et donc, forcément, encore une fois, un traumatisme pour le Japon. Et pourtant, maintenant, lorsque l'on voit les résultats récents, le Japon a vraiment pris une autre dimension. Depuis 2018, où on a vu qu'ils étaient capables de bouger la génération dorée quand même de la Belgique. Et quand on regarde, en 2025, il y a certes cette défaite contre l'Australie dans un match qui n'avait plus d'enjeu puisque le Japon était déjà assuré d'être qualifié. Il y a certes cette défaite 2-0 contre les États-Unis, mais c'est leur 2 seules défaites de l'année lors des qualifications. Ils ont encaissé seulement très peu de buts avec énormément de cartons inscrits. Il y a cette victoire contre la Corée du Sud, cette victoire contre la Chine et contre le Hong Kong en Coupe d'Asie de l'Est, mais ça, ce n'est pas très important, la Coupe d'Asie de l'Est. Et c'est vraiment lors des matchs amicaux qu'on a vu quelque chose. Et il y a cette victoire contre la Bolivie, cette victoire contre le Ghana, ce nul contre le Paraguay, ce nul contre le Mexique, et surtout, cette victoire face au Brésil, dont on va faire le breakdown tout de suite. D'ailleurs, aujourd'hui, ce ne sera pas un breakdown, mais ça en sera 2. Et on va commencer d'abord avec ce match contre le Brésil. Et là, ce match contre le Brésil qui va être très important à analyser. Et on va voir déjà que le Japon essaie d'agresser très haut. C'est une équipe très flexible tactiquement. Et c'est une équipe qui agresse l'adversaire vraiment. Et ça, c'est déjà une première donnée à avoir. Et on voit que ça déclenche souvent beaucoup d'actions comme ça dans la profondeur qui partent beaucoup sur ce côté droit de l'attaque japonaise. Défensivement, le Japon, donc c'est plus dans une organisation en 5-4-1, alors qu'en général, offensivement, c'est plus un 3-4-3, je dirais. Et donc déjà, ça, c'est une première donnée à savoir, c'est que c'est une nation très solide défensivement. Et c'est une nation aussi avec des joueurs qui ont une excellente vision de jeu, comme on voit sur cette passe de Ritsu Dohan, pour trouver donc Minamino, ça ne donnera rien. Et on voit encore Ritsu Dohan capable de prendre le dessus sur son défenseur, vraiment sur son vis-à-vis, et de pouvoir centrer ce centre qui donnera lieu à une frappe de Takumi Minamino qui heurtera le poteau et sortira. Mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on voit, c'est une équipe capable de bousculer le Brésil, de vraiment les agresser dans leur camp, et ça, c'est très rare. Par contre, on va avoir un des principaux défauts, c'est que il y a beaucoup de mal. Ils se font avoir sur des pièges comme ça, ils se font prendre dans leur dos très facilement. Là, on voit c'est ouvert, ils se font prendre dans leur dos très facilement et ça permet au Brésil d'ouvrir le score. Et là, encore une fois, 6 minutes plus tard, encore une fois, ils se font prendre de leur dos et Martinelli pourra doubler la mise. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez
important comme problème dans cette équipe du Japon. En tout cas, à ce moment-là en 2025, c'était vraiment un de leurs problèmes. Mais on voit encore cette équipe qui passe beaucoup par ce côté droit, cette fois avec Takekubo. Takekubo qu'on voit là capable de prendre le dessus sur son défenseur encore une fois. Bon, ça ne mènera à rien derrière, mais c'est un joueur vraiment capable de prendre le dessus sur son défenseur. Et on voit quand même qu'il y a un aspect stratégique très important, parce que ça, normalement, ce genre de configuration, on les voit que dans du football de club et très rarement dans du football de sélection. Et ça montre que c'est vraiment une rigueur, une discipline tactique qui peut leur permettre de développer des tactiques plus appropriées, plus diversifiées. On voit également que leur probabilité de victoire à ce moment-là était de 13% seulement. Mais ça a changé très vite donc on voit que le Japon est venu avec d'autres intentions, dont celle principale d'agresser très haut le Brésil. Et ça payera puisque tout simplement Minamino arrivera à ouvrir le score d'une magnifique frappe. Et donc ça, c'est déjà une première donnée très importante. C'est une équipe qui est capable de s'adapter vraiment en revenant des vestiaires. On verra grâce à Kellum tout à l'heure. Et c'est une équipe aussi qui peut attaquer sur les côtés comme ça, qui attaque beaucoup ce côté droit. Sur ce match-là, qui était occupé par Ritsu Doan et Takumi Minamino, et on le voit beaucoup. Il y a aussi ces passes, encore une fois, cette passe magnifique qui mène à un centre. Ce centre qui sera repoussé dans leur propre filet par les Brésiliens, mais qui était cadré de toute façon, cette frappe de Keito Nakamura, il me semble. Et encore une fois, on voit cette capacité à jouer des longs ballons en profondeur, et donc quand même assez importante de mener également des actions dans la surface comme celle-ci. Et encore une fois, cette mauvaise gestion de la profondeur. Mais quand on parlait de quelque chose tout à l'heure, je parlais du manque d'un vrai numéro 9. Mais depuis le temps, le Japon a enfin trouvé son numéro 9 exceptionnel en la personne de Ayase Ueda, capable de prendre le dessus sur coup de pied arrêté et de marquer de la tête. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais donc, après cette victoire en retournant la vapeur contre le Brésil, déjà on voit que le Japon a cette mentalité, une meilleure gestion du momentum, une meilleure gestion des émotions, plus qu'en 2018. Et ça, on l'a vu déjà à la Coupe du Monde 2022. Et on va le voir encore une fois dans ce match contre l'Angleterre. Alors, malheureusement, donc toute cette équipe est à peu près accurate, sauf malheureusement, donc là, Minamino au match précédent, s'est blessé plus tard dans la saison avec Monaco. Et là, Kaoru Mitoma qui s'est blessé récemment avec Brighton, ce qui l'empêchera de participer à cette Coupe du Monde. Ce que personnellement je trouve dommage, parce que cette équipe aurait été encore plus dangereuse dans ce cas de figure-là. Mais donc on voit déjà une équipe capable d'agresser très haut l'Angleterre, de récupérer le ballon très haut. Et on voit cet homme-là, c'est vraiment l'homme qui a métamorphosé cette équipe du Japon. C'est Hajime, j'ai oublié son nom. Bref, c'est leur sélectionneur et c'est vraiment un homme exceptionnel, c'est un entraîneur exceptionnel. Et là, on voit, il note exactement, Hajime Moriyasu, voilà, et il note exactement tout ce qui se passe. Il note beaucoup sur son carnet, tout le temps. Et ça, on va voir les conséquences que ça a. Et on voit encore une fois une équipe capable d'agresser comme ça, de pouvoir attaquer, de pouvoir vraiment profiter des espaces, vraiment qui peut vraiment utiliser sa verticalité. Et donc on voit de différentes manières, et on voit que c'est une équipe qui est encore une fois organisée dans ce 5-4-1, et donc c'est quand même une équipe qui défensivement est très solide, puisque on verra qu'il y a eu une seule vraie occasion pour l'Angleterre dans ce match. Il y a eu beaucoup de domination, de possession, mais jamais de vraie action pour l'Angleterre, et ça témoigne d'une équipe vraiment excellente défensivement. Donc il y a beaucoup de mal à attaquer les blocs basses, on verra, ça posera des problèmes dans leur groupe notamment, mais c'est une équipe qui est capable, encore une fois, on voit, de récupérer le ballon, de ce ballon très haut, notamment là, c'est Kaoru Mitoma qui récupère ce ballon, qui mène une attaque, qui part en profondeur sur Keito Nakamura, qui fera une passe pour je ne sais plus qui, et donc ça permettra au Japon d'ouvrir le score contre l'Angleterre, un peu contre le cours du jeu. Et encore une fois, même après ce but, on voit encore Hajime Moriyasu qui note. Et ça, c'est très important. C'est très rare de la part d'un sélectionneur de noter comme ça les choses.
Et on voit une équipe capable de mettre de l'impact physique, de vraiment aller agresser l'adversaire. Bon, là, il y aura faute malheureusement sur Palmer. C'est une équipe qui mise beaucoup sur Ritsu Doan, leur capitaine, qu'on voit à l'image ici, là, précisément ici. Et donc, c'est quand même c'est une très très bonne sélection. Et on voit encore cette volonté de se projeter et cette frappe de Ueda qui finira par mourir sur la barre. Mais vraiment quelque chose de très important. Et une fois que la mi-temps est passée, le Japon va totalement changer de visage, va être beaucoup plus agressif et va même arriver à se procurer des occasions comme celle-ci où on va partir en profondeur sur Ritsu Doan qui va centrer et malheureusement il n'a pas vu Ayase Ueda et il butera sur Pickford, mais ça encore c'est une énorme occasion pour le Japon, plus que toutes les actions qu'ont eu l'Angleterre dans ce match. Et on voit encore c'est cette volonté de jouer en profondeur. Là Kobe Mainu qui se fait exterminer par Junya Ito. Et malheureusement, Ueda sera légèrement trop court. Mais ça, encore une fois, c'est une action énorme pour le Japon. Ça aurait pu être 3-0 avec un peu plus de chance pour Ayase Ueda. Mais vraiment, c'est une équipe du Japon capable d'agresser vraiment, d'emmerder cette équipe d'Angleterre, on va le dire. Il y a vraiment ces situations sur les ailes qui sont très intéressantes. Et donc, ça, c'est différentes choses. Et la seule action de l'Angleterre dans ce match, ce sera cette frappe de Louis Hall qui sera arrêtée par le gardien Zion Suzuki. Et donc, on en finit là avec les breakdowns et on va finir sur cette note positive, ce gardien-là dont on va parler tout de suite dans l'effectif. Et donc, cet effectif, quand on regarde, c'est quand même assez variable. Alors déjà, il y a 24 joueurs qui évoluent à l'étranger, ça change beaucoup. C'est un effectif valorisé à seulement 265 millions. Quand on voit leur statut, ça paraît étonnant. Alors on voit quand même des joueurs qui évoluent dans différentes équipes. Les rares joueurs qui évoluent au Japon, c'est assez particulier. C'est notamment du coup Yuto Nagatomo qui évolue évidemment au FC Tokyo. C'est une légende du football japonais et qui est sélectionné pour sa dernière Coupe du Monde. Il y a également Ayakawa, le gardien des Kashima Antlers. Il y a également un joueur d'Hiroshima, Keisuke Osako. Mais sinon, c'est une équipe qui vraiment évolue partout, en Europe surtout. Il y a seulement un autre joueur qui n'évolue pas en Europe, c'est Yoshida qui évolue au LA Galaxy. Et sinon, ça évolue quasiment uniquement en Europe. Et quand on regarde, il y a quand même des joueurs plutôt bien valorisés. Et quand on va faire un breakdown de cet effectif intéressant tout de suite. Alors déjà, pour moi, on va voir quelques joueurs intéressants. Il y a Keito Nakamura notamment qui évolue à Reims. Il y a Daichi Kamada, évidemment, qui évolue à Crystal Palace, qui est un des joueurs clés de cette équipe de Crystal Palace. Il y a également un joueur, et ça peut être un joueur très intéressant qui cherche à trouver les petites failles. Et surtout, l'homme de cette équipe, c'est évidemment Hajime Moriyasu, qui a été nommé juste après la désillusion en Coupe du Monde et en 2018. Et qui a transformé cette équipe. C'est une équipe qui, à chaque match, change sa stratégie, qui adapte sa stratégie à l'adversaire, qui a une adaptabilité énorme stratégiquement. C'est une équipe très agressive offensivement, qui marque beaucoup en transition, mais qui a beaucoup de difficultés contre les blocs bas. Et en fait, c'est quand même une équipe très intéressante, cette équipe du Japon, avec quand même des joueurs vraiment intéressants, notamment, je pense en particulier à certains joueurs. Et le premier, c'est pour moi ce joueur qui sera la révélation de cette Coupe du Monde. C'est le gardien. Alors, je n'ai pas vraiment trouvé de stats parlantes, mais ce qui est parlant, c'est sa note moyenne cette saison quand on compare à Donnarumma, puisqu'il a une note de 7,03 sur SofaScore cette saison, contre 7,02 pour Donnarumma, et ça montre quelque chose. Certes, il a moins joué, mais c'est quand même un très 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 bon gardien. Vraiment essentiel à cette équipe du Japon, Zion Suzuki, 23 ans. Retenez ce nom. C'est vraiment un top gardien, un des meilleurs gardiens de Serie A, peut-être même le meilleur de Serie A. Et je pèse mes mots. Et vraiment un excellent gardien. Et quand on regarde cet effectif, c'est surtout des joueurs comme, pour moi, celui qui sera d'une certaine manière la constante de cet effectif. Évidemment, je pense à Take Kubo.
Takekubo qui est vraiment un joueur d'impact. Alors pas en termes de passes décisives, bah si en termes de passes décisives, il est dans le 81e centile, mais pas en termes de but ou de passes clés ou de centre. C'est vraiment ce joueur percutant. C'est 91e centile en course progressive, 94e centile en dribble réussi, et c'est vraiment un joueur excellent. C'est presque messiesque un peu, qui aime bien le repique avec un centre de gravité plutôt bas. Il a un style de dribble presque messiesque, ouais, je dirais. C'est vraiment un top joueur. Et l'autre top joueur de cet effectif, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cet homme, c'est Ayase Ueda, un numéro 9, tout simplement excellent. C'est un numéro 9 vraiment excellent dans tout, hein, qui évolue à Feyenoord, un top, même le numéro 9 de Feyenoord titulaire, 2690 minutes jouées. Alors seulement 51e centile en XA et 44e centile en duel offensif gagné, mais dans le reste, 82e centile en duel aérien gagné, 82e centile en touche dans la surface, 95e centile en pourcentage de conversion des tirs, 95e centile en but, en XG hors penalty, et 99e centile en but hors penalty. C'est juste un numéro 9 d'exception qu'a le Japon, et c'est vraiment un top joueur, qui est vraiment ce joueur dont le Japon avait besoin, et vraiment top joueur dans tous les registres offensifs, et vraiment capable de vraiment beaucoup finir dans la surface, avec un jeu de tête excellent. L'autre joueur important, alors quand on regarde comme ça, c'est pas impressionnant. Ce qui est vraiment impressionnant chez Ritsu Dohan, c'est sa capacité à plutôt bien dribbler, quand même, à plutôt bien percuter, à être plutôt moyen dans tout, à plutôt bon, mais surtout à être clutch. C'est lui à chaque fois qui marque le but de l'égalisation contre l'Allemagne, puis contre l'Espagne. C'est vraiment ce joueur qui peut prendre ses responsabilités vraiment pour mener cette équipe du Japon. Et enfin, le dernier joueur que je trouve à surveiller, ça sera également Hiroki Ito, défenseur remplaçant de ce Bayern Compagnon, mais qui a joué quand même 1000 minutes cette saison. 99e centile de duel aérien gagné en pourcentage, 89e en passe progressive réussie. Alors moi en termes de défensivement 69e centile quand même. Bon, très peu de courses progressives, très peu de centres réussis. Pour un latéral, c'est dommage, même si c'est plus un défenseur central. Très peu de XA, mais c'est vraiment un top joueur en termes de duel défensif gagné et en termes de duel aérien gagné. Surtout là, on voit il y a très peu de joueurs qui sont au-dessus de lui. Il y a 5 joueurs en tout. Non, 3 joueurs seulement qui ont un meilleur jeu de tête que lui. Et donc avec tout ça, quel est mon prono pour cette équipe du Japon? Et on va passer. Alors déjà, c'est une équipe qui est estimée à 1,7% de chance de gagner cette Coupe du Monde. C'est quand même assez peu, mais c'est un effectif que je vais juger très particulier, alors qu'il y a un pourcentage de qualification très variable. Là, on le voit pas, mais qui est évalué à 33% seulement de qualification, de par l'homogénéité de son groupe, hein. C'est un de mes groupes préférés, avec les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie. Je trouve qu'ils vont avoir beaucoup de mal contre la Tunisie, bloc bas, très solide. La Suède, il faudra s'en méfier, mais par contre, je considère personnellement qu'ils sont vraiment capables d'aller chercher cette équipe des Pays-Bas. Et pour moi d'ailleurs, c'est ma hot take, cette équipe du Japon ira en quart de finale. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, surtout liker, puisque c'est vraiment ma vidéo que j'ai préféré faire. Probablement ma vidéo la plus complète. Sur ce, ciao. Ma prochaine vidéo, ça sera sur l'Uruguay.